Bon après-midi de Joseph Kasavubu à Mobutu Sese Seko, en passant par Joseph Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi Tshilombo, sans oublier bien évidemment Laurent Désiré Kabila. La RDC, sous ses différents régimes, a connu plusieurs guerres et crises. La plus récente, c'est la crise de l'Est en RDC qui sévit actuellement. Le monde entier inapte ou incapable d'apporter une solution de paix à cette crise. Le président de la République démocratique du Congo a pris ses responsabilités diplomatiques et a interpellé la communauté internationale. Dans un discours à Munich, pendant la conférence de la paix, il avait pointé le doigt sur l'ex-président Joseph Kabila Kambege comme principal responsable de la crise dans l'est de son pays. Les poursuites judiciaires avaient donc été entamées par le gouvernement de la RDC. En mai 2025, le Sénat a levé l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Le mardi 30 septembre, la Haute Cour militaire de Kinshasa a reconnu Joseph Kabila coupable de trahison et crime. La Haute Cour, dans les motivations de sa décision, relevait l'infraction de trahison. Le coupable aurait joué un rôle central dans la planification, l'organisation et la supervision des activités militaires menées contre la RDC. La Cour évoque par ailleurs sa présence dans les camps d'entraînement, sa direction des réunions stratégiques et son implication directe dans les hostilités à l'est du pays. Fort de ces motifs exposés par la Cour, elle a condamné Joseph Kabila Kambege, ex-président de la République démocratique du Congo, à la peine de mort pour crimes de guerre, par torture, par viol, pour apologie des crimes de guerre, pour trahison, pour mouvement insurrectionnel. La Haute Cour le condamne également aux frais d'instance et ordonne son arrestation immédiate. Cette condamnation historique de du président de la République démocratique du Congo a fait monter la pression dans les différentes plateformes numériques du NMP. Nous sommes donc au rendez-vous de cette thématique et comme d'habitude, c'est notre invité exclusif, président Banakani, panafricaniste, géopoliticien, par ailleurs, président national du nouveau mouvement populaire qui a tenu sur sa propre chaîne et que je rappelle pour le bénéfice de nos internautes de s'abonner à Président Banakani officiel. Il a voulu lui-même traiter cette thématique sur sa chaîne YouTube. Monsieur le Président, l'Afrique, le monde et le peuple de la RDC en particulier par ma voix vous souhaitent un bon après-midi, Monsieur le Président Banakani. Merci. Merci au peuple de la RDC, dont vous êtes à toute apparence le porte-parole. Tant mieux. Je veux donc leur retourner leur souhait à travers vous. Je sais qu'ils sont scotchés et ils nous font le plaisir d'être très attachés à nos émissions. Je voudrais leur remercier pour cette marque de confiance, de considération qui désormais nous lie à eux. Je suis congolais, congolais de la RDC. C'est ça être panafricaniste, c'est être en capacité de prendre en charge les problèmes de chaque pays africain et de les articuler pour leur donner une globalité qui va dans le sens de l'unité africaine, de l'unité de l'Afrique. Donc c'est ça être panafricaniste. Donc nous essayons d'assumer ça avec toutes les contraintes qui sont liées à une telle démarche. C'est dans ce cadre que je suis congolais. Je demande l'avis de personne pour être congolais. Je voudrais saluer nos internautes et nos abonnés. Ils connaissent toute l'estime que j'ai pour eux et la sympathie, l'affection, la fraternité qui me lie à eux. Et ça se traduit dans nos différentes émissions. C'est comme une dette morale que j'ai à l'égard de nos abonnés et nos internautes parce qu'ils nous ont soutenus et ils continuent à le faire. Je salue tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, participent à la réalisation de nos émissions. Que ce soit dans la préparation, dans la réalisation. Et toutes les activités de la pré-réalisation. Je voudrais leur dire merci. Je vous salue, vous, qui avez la charge de m'interviewer cet après-midi. Vous me permettrez de dénoncer la censure injustifiée. Nous sommes traqués sur Internet par les propriétaires
des réseaux de manière injustifiée. Nos émissions sont invisibilisées, nos vues sont bloquées et sans raison quelconque. Nous voulons dénoncer ça. Et nous voulons dire que ce ne sont pas de telles pratiques qui vont nous stopper. Il ne s'agit pas de nous larmoyer sur ce que nous savons par avance. Savions par avance, à savoir que, quoi qu'on dise, les plateformes ne nous appartiennent pas. Le réseau ne nous appartient pas. Et de ce point de vue, le droit communautaire, le droit qui est censé régir la production des émissions, les règles qui sont censées encadrer les productions, ne sauraient nous amener à croire que nous étions en terrain conquis. Donc, venir donc se plaindre et dénoncer ce que nous subissons relèverait d'une espèce d'infantilisme stratégique qui n'est pas digne des gens de notre hauteur. Mais à cela, nous répondons, nous ne sommes pas en train de pleurnicher. Nous sommes en train de dénoncer. Dénoncer ici veut dire qu'on est dans la lutte. La lutte veut dire ici que, tout en étant sur les réseaux, nous disons à ceux qui se considèrent comme les propriétaires, du point de vue juridique, nous les disons qu'ils doivent respecter l'esprit et la lettre de leurs engagements. C'est très important. Ils doivent respecter l'esprit et la lettre de leurs engagements. Quand ce n'est pas fait, nous les dénonçons. On aurait pu se taire, mais on les dénonce. Et en même temps, nous continuons à dire que nous sommes venus dans les réseaux sociaux pour préparer l'indépendance numérique de l'Afrique, la décolonisation numérique de l'Afrique. Nous réaffirmons ça, c'était connu. Donc, il faut que les gens comprennent bien notre démarche. Nous devons dénoncer ça. Et interpeller les États africains à s'engager dans la défense des droits des Africains dans le monde virtuel, dans le monde numérique. Des États signent des accords avec les patrons de plateformes, les patrons des réseaux sociaux, et tous ceux qui sont liés à eux, hein, c'est évident. Il y a toutes sortes de contrats intermédiaires, etc. Il faut que les États africains fassent respecter les constitutions africaines. On ne conçoit pas, je répète, que des droits soient garantis à des citoyens d'un pays par la Constitution et qu'un réseau social les viole. Il y a un problème. Donc que les États africains cessent leur complicité avec les réseaux sociaux, les patrons de réseaux sociaux pour garantir les droits réels des Africains dans le monde virtuel. Il faut ça. Donc, que les gens, nous ne sommes pas en train de pleurer, nous sommes en train de rappeler simplement à ces gens de respecter leurs engagements en esprit et dans la lettre. Cela dit, nous nous organisons nuit et jour pour contourner ces mesures. C'est pour ça que je ne cesse pas de saluer nos internautes, de saluer les abonnés, les internautes, etc., qui ont fait preuve d'une agilité numérique à nul autre pareil. Bien sûr, bien évidemment. Donc, ce dynamisme-là, il faut saluer ça. Donc, etc., on va continuer à dénoncer ça, à dénoncer que c'est un acharnement, c'est une traque, mais nous ne sommes pas des fugitifs. C'est une traque qui n'est pas justifiée. Et quand on regarde comment les patrons de ces réseaux sociaux sont tolérants, quand ils n'encouragent pas des contenus qui violent à tout point de vue la lettre et l'esprit des règlements communautaires, même des codes déontologiques et éthiques qui sont attachés à ces réseaux sociaux. Donc on est là en pleine discrimination. Mais là aussi on n'est pas naïf. On connaît très bien que derrière tout ça, il y a un projet politique, il y a un projet géopolitique, il y a un projet idéologique. Donc le NMPE va continuer à dénoncer ça et à dire que, ok, en attendant notre indépendance numérique, nous dénonçons la violation des droits, de nos droits, et l'absence d'éthique et de hauteur déontologique de la part des propriétaires de ces réseaux sociaux. C'est indigne de venir dans un continent
de piller numériquement le continent africain, de le piller, s'enrichir sur le continent et tenir pour moins contents les populations de ce continent, y compris des acteurs qui, en s'engageant en s'engageant sur les plateformes, veulent participent, n'est-ce pas, à un jeu certes économique, vous avez tout ce qui va avec, géopolitique, mais qui est aussi basé sur la promesse d'une fraternité future entre non seulement tous ceux qui se retrouvent dans les réseaux sociaux, mais aussi avec les patrons de ces réseaux sociaux-là. Donc, on voit que cette fraternité n'est pas possible. Le NMP en tire toutes les conséquences, va en tirer toutes les conséquences, mais en tout cas, ne cesserait pas de continuer son combat avec la même fermeté, la même intransigeance et le même style en termes de discours, en termes de langage en matière. Donc, qu'ils se le tiennent pour dire. Voilà, je tenais à marquer ça. Vous tenez vraiment à marquer ça, Monsieur le Président. La pression est montée depuis le mardi 30 septembre, après l'annonce de la condamnation à mort, un verdict historique de l'ex-président Joseph Kabila Kabenge dans nos différentes plateformes. Et nous y sommes au rendez-vous de la RDC ce soir, Monsieur le Président. Plusieurs éléments ont été évoqués durant l'introduction même de cette thématique, de ce direct spécial, consacré, je vais dire, à notre cher pays frère que vous avez mentionné, la RDC. Monsieur le Président, regardons de ces motifs clairement exposés, une décision de la justice congolaise qui raconte d'ailleurs, si on peut dire comme ça, votre position. Vous avez plusieurs fois affirmé ou encore exprimé un ensemble de traitements qui devaient être infligés à l'ex-président Joseph Kabila. Vous l'avez même traité de traite et de criminel. Monsieur le Président, ce verdict est qualifié de très sévère par certains. D'autres personnes même disent que c'est un verdict de non-sens. Est-ce que selon vous, Monsieur le Président, il y a eu une impartialité du gouvernement? Est-ce que la justice a été dit par la cour militaire? D'abord, il faut commencer par marquer le fait que nous avons été en première ligne pour réclamer ça. Donc, nous ne pouvons pas réclamer une chose, elle arrive, et nous devinons. Donc, ce n'est pas responsabilité d'abord que nous faisons cette émission. Pour continuer à assumer des positions que nous avons prises concernant quelqu'un qui pour nous désormais est un vulgaire voyou, en plus d'un criminel, et qui devrait être donc traité comme tel. On ne peut pas continuer à garantir à quelqu'un un statut d'ancien chef d'État, alors qu'il est devenu entre-temps un ennemi du pays, un voyou et un criminel. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, cette émission, c'est pour dire au monde entier que nous assumons nos positions. Et nous sommes heureux que l'État congolais nous ait rejoints en faisant la justice. La deuxième chose, en rendant justice. On reviendra sur la valeur. La deuxième chose, c'est rappeler qu'aucun pays au monde ne peut tolérer ça. Pourquoi ce qui est intolérable pour tous les États dans le monde entier devrait être tolérable en RDC? Pourquoi? Parce qu'en RDC, désormais, tout est possible. Là où ce n'est pas possible, ce qui n'est pas permis ailleurs est normal à RDC. Ce qui est inacceptable ailleurs est valable pour la RDC, est acceptable pour la RDC, comme si le pays était devenu le réceptacle de tout ce qui dans le monde est interdit par le droit international, par la morale universelle, entre guillemets, etc., par les règles du gentlemania universelles. Tout ce qui serait donc interdit à ce niveau-là, en RDC, devient banal, devient normal. Non. La RDC, c'est un très grand pays. C'est un grand pays pour l'Afrique. C'est un pays qui est au cœur de l'Afrique. C'est un pays dont l'histoire, la situation géographique et les espérances qui sont liées à sa richesse humaine, à ses richesses naturelles, à son potentiel économique, c'est un pays grand, qui a une grande signification pour le continent africain. On ne peut pas être africain si on ne s'intéresse pas à la RDC. On ne peut pas être africain si on n'aime pas la RDC, à cause justement de sa centralité dans le destin de l'Afrique, dans l'histoire de l'Afrique. Donc, de ce point de vue,
on ne peut pas tolérer qu'un ancien chef d'État soit le premier à mépriser son pays, à piétiner son histoire, sa mémoire, et à œuvrer jour et nuit pour que le pays disparaisse, se démembre et perd son intégrité territoriale. Je dis, je le répète encore. Aucun État dans le monde ne tolère ça. C'est ce qu'on a vu M. Kabila faire en RDC. Aucun État. Aucune situation politique ne peut justifier un tel comportement. Aucune revendication politique ne peut justifier un tel comportement. Et à partir de ce moment-là, vous voulez, qu'est-ce qu'on peut encore, vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire qui va dans le sens d'estimer que ce jugement est dû, c'est un contresens, etc. Donc je tenais à affirmer ça. L'homme qui est devant vous est quelqu'un qui a soutenu Kabila quand beaucoup de gens l'avaient abandonné. Et pour ça, je voudrais convoquer mes émissions quand il était encore au pouvoir, quand nous opérions encore l'Afrique Média. Qui a pris la défense du président Kabila plus que moi, plus que nous? Vous avez même déplacé et vous avez intervenu à la radio. J'ai été invité en RDC, à la radio nationale de la à la télévision nationale de la RDC. J'ai été invité en RDC. Que je rappelle ça aux gens. Faire attention. Et nous avions déjà des informations sur les doutes qui plaidaient sur cette nationalité. Et nous avons rappelé à l'époque à ceux qui nous interpellaient dessus, y compris de nombreux Congolais. Nous leur avons dit que, bon, c'est un Africain. Deux, nous avons rappelé que nous préférons que entre Africains on s'entende. Pour gérer d'une manière ou d'une autre cette matière première, de manière provisoire, au lieu qu'on laisse les Occidentaux s'en accaparer. Donc, si M. Kabila, d'une manière ou d'une autre, va dans ce sens, nous mettons de côté les doutes qu'il y avait sur sa nationalité. Nous nous sommes engagés à fond, on a mis nos poitrines en avant pour défendre la RDC et M. Kabila. Donc, que les gens aillent doucement. On n'a pas de leçons à recevoir de ceux qui découvrent aujourd'hui la défense de Kabila comme étant quelque chose d'extraordinaire et de fondamental. Je ne vais pas dire le contraire, mais qui s'exprime en se basant sur des faits, en tenant compte des réalités qui les ont précédées. Donc, je tiens à rappeler ça. Je tiens à rappeler ça. Ma position à l'égard de cet individu aujourd'hui est le résultat d'une immense déception. Donc, vous dites que ce verdict à l'égard de Joseph Kabila est justifié. Je dis justifié. Mais monsieur le président, ça... Totalement justifié, à tout point de vue. Je dis bien à tout point de vue, il est justifié. D'ailleurs, monsieur Tshisekedi a assez tardé. Il a trop tardé. Selon vous, il a assez trop tardé, monsieur le président. Il avait trop tardé. L'État, pardon. C'est pas monsieur Tshisekedi, l'État congolais a beaucoup tardé. Mais monsieur le président Manakani, vous assumez la sentence de la haute cour militaire de Kinshasa. Est-ce que vous êtes en train de saluer la justice congolaise? Mais pourquoi vous trouvez normal qu'on sanctionne des militaires, des généraux, pour des motifs similaires? Et monsieur le président, vous n'avez pas salué cette justice. J'arrive. Pourquoi vous trouvez normal de saluer, de sanctionner? Quand on sanctionne, la justice sanctionne les généraux, pour des motifs similaires, vous trouvez ça normal? Et pourquoi on va laisser leur ancien patron? Je dois vous rappeler quand même qu'il a été président 18 ans, non? Chef des armées. Alors, on reviendra sur le verdict si vous voulez. Donc, vraiment, c'est une très bonne chose. C'est une décision salutaire. Enfin, c'est à la hauteur. C'est à la hauteur non seulement de la justice, mais c'est à la hauteur des enjeux liés à l'honneur de la RDC. Je ne sais pas si vous mesurez le niveau d'humiliation que ce pays a connu depuis des années. Maintenant, vous voulez me dire que je n'étais pas d'accord avec cette justice lorsqu'elle a... elle a frappé Constant Moutamba. Ministre de la Justice Gadesso. Voilà le problème. Pourquoi vous pensez que c'est contradictoire? Mais s'il n'y a pas un poids... Il n'y a pas un poids de mesure. Il y a une chose est de critiquer la démarche d'une justice dans son ensemble. Autre chose est de critiquer un acte de justice. Il faut bien comprendre la démarche. Lorsque M. Moutamba a été condamné, c'est sur les bases même des motifs sur la base à partir de laquelle M. Moutamba a été condamné, je voudrais vous rappeler. Donc, la base d'abord des motifs. Nous avons démontré en quoi ces motifs étaient inconsistants. Deuxièmement, tous les péripéties de la procédure
de la procédure que nous avons convoquée, c'est tout ça qui nous a amenés à dénoncer la décision de justice contre Moutamba. Nous sommes très cohérents, M. Djengere, très cohérents, lorsque maintenant nous estimons que, conformément à tout ce qui a le motif, il y a cohérence entre la décision qui a été prise, les motifs qui justifient cette décision et les procédures. Maintenant, ceux qui estiment que ce que nous disons est faux, qui nous démontrent le contraire. Qui démontrent le contraire. Voilà, et puis je ne voudrais pas revenir sur le cas spécifique d'un chef d'État qui a dirigé un pays pendant 18 ans et qui est après dans le camp de la rébellion. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, de ce point de vue, je suis très à l'aise pour assumer ça. Vous assumez ça, monsieur le président? Oui, je suis très à l'aise. Mais ce n'est pas très partagé parce que... Mon soutien à Moutamba ne souffre d'aucun doute. De toute façon, Constant Moutamba, on voilà. espère que sa situation... Et mes positions sur l'acte judiciaire qu'il a condamné, je ne les renie pas, au contraire, je maintiens ça. Monsieur le Président Banakani, vous êtes très à l'aise lorsque vous frappez sur l'ex-président Joseph Kabila Kabengue. Vous êtes encore très à l'aise sur son cas. Mais je me rappelle qu'en République démocratique du Congo... Je voudrais vous rappeler que pendant que je soutenais Kabila, quand il était au pouvoir... Allez-y, monsieur le Président. Le président, c'est qu'il était opposant. Il n'était pas mon ami, hein. Il n'a jamais été. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas un partisan de Tshisekedi. Je suis un partisan du Congo, de la RDC. Faut attention. Donc, tout ça, c'est bon. Il faut rappeler ça parce que des passionnés qui soutiennent Kabila pour des raisons qui les concernent ont tendance à tout caricaturer et à faire comme si nous avions un problème personnel avec M. Kabila. Non, je n'ai pas de problème personnel avec lui puisque, je le répète encore, nous l'avons soutenu quand beaucoup de gens ne le soutenaient pas. Attention. On peut continuer, hein? On peut continuer. La scène n'était pas hier le pire ennemi de Kabila? Est-ce que la scène n'était pas hier le pire ennemi de Kabila? Du moins, ils avaient demandé une transition. Non, le pire ennemi, ils ont fait les marches dans les églises. Ils ont pris le portrait de Jésus, le faux Jésus là. Oh, ils ont dit ça. Là, les chrétiens catholiques de la Senko défilaient, faisaient des marches. C'est-à-dire que la Senko est devenue pratiquement un parti d'opposition contre Kabila. Nous allons revenir à à l'époque, l'homme qui est devant vous soutenait Kabila. On s'en souvient. Dénonçait la Senko. Aujourd'hui, la Senko est contre Tshisekedi. La Senko est contre Tshisekedi. Et maintenant avec Kabila pour réclamer le dialogue bizarre. Nous allons revenir à le dialogue, président. Qu'on veut imposer en lieu et place de la résolution sérieuse d'un génocide qui frappe le peuple congolais en général, mais en particulier les populations de l'Est de ce pays qui ont subi et qui subissent encore des atrocités indescriptibles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle seulement de ça. Donc, il faut quand même que les gens soient sérieux. Donc, nous, on est cohérents, on est constants, et nous assumons cette position. Et nous sommes heureux que ce voyou soit traité à la hauteur de ce qu'il est. Un rebelle, quelqu'un un terroriste et un criminel. Voilà. Il s'agit là d'un ancien président, M. le président Barakani. Raison suffisante pour le frapper très sévèrement. C'est une autorité morale d'une formation politique. Il est zéro autorité morale. Mais il est l'autorité morale du FCC. On s'en fout des partis politiques, on parle de la RDC, monsieur. C'est quoi les partis politiques de la RDC? Les partis sont des partis. Un parti, c'est un parti. Je parle de la RDC. Nous parlons de l'Afrique. Quand on appelle l'autorité morale? Du moins, c'est le poste qu'on le confère au Front commun pour... À partir du moment où il a pris fait cause pour la rébellion, à partir du moment où il a planifié à des niveaux stratégiques, tout ce qui arrive à l'est de la RDC, à partir du moment où il a même pris acte et a consolidé la dynamique de sécession et de balkanisation du pays, il a cessé d'être un chef d'État pour devenir un chef rebelle, un criminel, un terroriste qui, après cette décision, ça ne respecte pas les poursuites pour crimes contre l'humanité. Monsieur le Président Banakani, nous allons quand même rester encore sur cette décision de justice. Au sein de
la politique ou encore au sein de la société politicienne en République démocratique du Congo, les opinions sont très partagées, Monsieur le Président. Il y a une forme de dissonance sur cette décision de justice. Il y a le Front commun pour la République démocratique du Congo, le parti FCC, qui a pondu un communiqué. C'est quoi toutes ces histoires-là? C'est un parti politique très implanté en République démocratique du Congo, Monsieur le Président. Le parti de qui? Oh, c'est le parti dont M. Joseph Kabila avait été porté, investi au pouvoir. Et il a été établi autorité morale de ce parti. Et ils ont donc pondu un communiqué, Monsieur le Président, en dénonçant que le procès était illégal. Et ils ont indiqué qu'ils allaient organiser une résistance avec le peuple jusqu'à ce que le régime tombe. Et cette position rencontre aussi la position de certaines ONG, à l'instar d'une ONG internationale, Human Rights Watch, qui a traité... Répétez encore le mot. Monsieur le Président, Human Rights Watch, c'est une ONG très connue, très implantée. Implantée où? Dans le monde entier. Dans le monde entier, Monsieur le Président. Et au ciel aussi. Ils sont aussi implantés au ciel. On ne va pas nier les positions. Ils sont implantés intergalactiquement. Nous n'allons pas nier les positions de la lutte pour les droits de l'homme par ces ONG, Monsieur le Président. Vous les intimidez avec Women Watch Rights, c'est une organisation criminelle. Quand même, si nos positions sont constantes avec ce que vous appelez ONG. C'est une organisation criminelle. Women Watch Rights, on sait à qui ça appartient. C'est un bandit international qu'on appelle Soros, qui est poursuivi dans son pays à l'heure actuelle. J'espère que ça va aboutir pour ces différents crimes. George Soros, c'est un criminel et c'est un prédateur international. On est bien d'accord maintenant qu'il soutient quelqu'un qui, n'est-ce pas, M. Kabila, était un agent de la prédation, était un facilitateur de la prédation des mines. Vous savez, M. Kabila est devenu un spécialiste de la distribution des carrés miniers en RDC. Vous savez très bien que ce que vous appelez Women Watch Rights, cet organisme bidon, est le cache-sexe de M. Soros pour sa prédation internationale, c'est-à-dire pour faire pression sur des chefs d'État et obtenir des mines, des matières premières. Il est incroyable que vous reprenez à votre compte les délits droits de l'hommiste d'ONG dont les faits d'armes sont connus dans le monde. D'abord, ces ONG ne comprennent absolument rien dans ce qu'on appelle droits de l'homme. Et pour ça, je vous envoie relire la Charte des Nations Unies et principalement sur les principes d'indivisibilité des droits de l'homme. Allez donc relire les statuts de Human Rights Watch, ses options stratégiques et l'idée qu'elle vend en matière de droits de l'homme. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est un torchon, c'est une organisation. On ne peut même pas, un homme sérieux ne peut même pas convoquer ce machin-là pour parler de droits de l'homme. Le fait de mettre en avant cette ONG et le fait qu'elle ait réagi nous conforte dans notre position pour dire que c'est un verdict salutaire, digne d'intérêt national pour la RDC. C'est quand même extraordinaire. Hein? Vous avez entendu Human Rights Watch sur tout ce qui se passe comme atrocité à l'aide de la RDC. Vous les avez vus en première ligne dans la protection, la défense des droits humanitaires des populations victimes du génocide en RDC depuis des décennies. Vous avez M. Soros, ce criminel international qui est intéressé. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Tout ça est lié à l'Open Society, la grande organisation, mais de toutes ces organisations criminelles qui font dans la prédation internationale et dans l'organisation des guerres, juste parce qu'on veut obtenir de la part des présidents la signature nécessaire pour brader les sous-sols des pays africains. Donc, ne convoquez pas, je vous en prie, avec le respect que je vous dois, devant ma personne, ce machin-là que vous appelez Human Watch, j'ai le nom. Human Rights Watch. J'ai de la peine à prononcer même leur nom. Pour moi, c'est nauséabond. Voilà. Ouais, il est vrai qu'ils ne sont pas prononcés après la condamnation du ministre Constant Moutamba. Pas seulement ça, c'est bien de rappeler, mais je vous dis de tous les atrocités qui se passent en RDC depuis 30 ans, si on prend seulement cette référence-là. Est-ce que M. George Soros est monté en première ligne à la hauteur des moyens dont il dispose? Mais dès qu'on a frappé leur poulain, leur agent, ce truc est sorti de son trou pour prendre son chiffon qu'il ne faut même pas lire. Oui, mais Monsieur le Président, nous n'allons pas quand même claquer d'un doigt. Plusieurs acteurs politiques et forces politiques dénoncent une manipulation politicienne sur le verdict qui a été frappé. Est-ce que selon vous, Monsieur le Président... Quel acteur politique? C'était là.
Il y a, par exemple, Corneille Nangaa qui a sorti. C'est un acteur politique, ça? C'est un acteur politique au Vous êtes sérieux? Il est considéré comme acteur politique. C'est un terroriste. Lui-même doit être jugé de la même manière. Il a trahi son pays. C'est un rebelle. Vous appelez ça homme politique, libre à vous. Hein. Tout du moins, il y a le leader actuel du M23 qui a parlé aussi d'une manière politicienne qui vise à caboter le processus de paix qui est actuellement. Le M23 est une organisation normale comme les autres. Mais M. le Président, ils sont quand même en pleine relation avec le gouvernement. C'est un engin génocidaire. Le M23 est un engin génocidaire dont les prouesses sont connues. Leurs prouesses sont connues. Si vous considérez que le M23 est une organisation normale qu'il faut respecter, c'est votre point de vue. Pour ce qui nous concerne, au niveau où nous nous trouvons, nous ne pouvons pas, pour une quelconque raison, monsieur, faire la promotion d'une organisation criminelle, terroriste, génocidaire, et qui a pour vocation de balkaniser la RDC, dans le but de créer un État qui s'inscrit dans le cadre d'un vieux projet si cher aux ennemis de la RDC, dont les États-Unis, créer un État qui va leur permettre de détruire la RDC et de rendre ingouvernable à jamais les Grands Lacs. Mais président, nous allons... Je voudrais vous rappeler quelles conséquences une telle situation va avoir sur toute l'Afrique. Nous allons encore un peu rester sur cette décision. Monsieur le Président, vous n'allez pas, peut-être vous soutenez la RDC et stratégiquement vous soutenez son président, mais nous allons quand même, nous avons cette responsabilité aussi africaine de mettre sur la table les différentes pensées, les différentes prises de position. Oui, mais moi, je vous réponds. Est-ce que je vous interroge? C'est pour ça que je vous interroge, Monsieur le Président. Je vous réponds. Est-ce qu'il n'y a pas une influence politique sur cette décision juridique, Monsieur le Président? Quelle influence politique? Aujourd'hui, Kabila est quand même considéré... Est-ce que le pays peut encore arriver qui ne soit pas encore arrivé? Il y a un autre pays qui peut arriver que ce qui est déjà arrivé. Quelles conséquences politiques? Je parle de l'influence politique sur la dame. Laquelle? Aujourd'hui, Kabila peut être considéré comme un acteur politique majeur qui peut affronter le régime. Vous avez raison. Est-ce que ce n'est pas une manière de le détruire politiquement? C'est un acteur majeur dans le sens de la déstabilisation du pays, dans le sens de sa balkanisation, dans le sens de la destruction de la RDC, dans le sens de la continuité du génocide en RDC. Vous avez raison. C'est un acteur majeur. Monsieur le Président, vous n'allez plus taper sur l'ex-président, il a déjà été condamné. Pourquoi Je pense que là, il est important pour nous d'analyser les effets de cette condamnation, Monsieur le Président. Pourquoi on doit avoir d'une certaine clémence et considération pour un tel individu? Pourquoi? Donnez-moi une seule raison pour laquelle on devrait avoir de la considération, de la clémence pour un tel individu. Vous avez dit qu'il est un acteur majeur politique. Je n'ai pas dit non, je vous ai dit oui. Je vous ai démontré en quoi justement il est un acteur majeur. Ce dont il est l'acteur majeur est ce qu'il faut arrêter en RDC. Ça doit s'arrêter en RDC. Ok, monsieur, bien entendu, Monsieur le Président. Voilà. C'est une entreprise qui ne peut être justifiée d'une quelconque manière ou d'une autre, cette entreprise-là. Je vous rappelle qu'aucun pays au monde ne peut tolérer ça, aucun. Et vous avez dit qu'aucune revendication ne peut justifier ça. Je vous l'ai dit. Voilà. Bien entendu, Monsieur le Président. Monsieur le Président Manakani, est-ce que cette condamnation n'est-il pas une manière du président Tshisekedi de présenter dans la scène politique congolaise qu'il y a un seul président de la République? Il y avait d'abord deux. Il y a un seul président. Est-ce que quand Kabila était au pouvoir, le cinéma qu'il faisait avec ses amis à l'Est de la RDC, ça permettait qu'on dise qu'il y a deux présidents? M. Kabila aurait souhaité qu'on mette à son niveau M. Kunda et tous ces leaders du M23. À l'époque, ça avait un autre nom. Bon, ce sont les mêmes gens. Parce qu'ils changent de nom en fonction de saison. Je vous demande donc si M. Kabila aurait accepté qu'à son époque, on éleva à son niveau de chef d'État un général autoproclamé comme tel qui dirigerait, n'est-ce pas, le M23 et les autres organisations militaro-politiques. Qui a envoyé Jean-Pierre Bemba à la CPI? C'était pourquoi? C'était peut-être pour être un acteur majeur, d'après votre démarche. Est-ce qu'on ne serait pas en droit aussi de dire qu'à l'époque où M. Jean-Pierre Bemba est envoyé à la CPI, il est un acteur majeur? Il n'était pas un acteur majeur de la scène politique congolaise? Il était, monsieur. Il était, donc c'est chacun selon. Kabila, président, ne devrait jamais tolérer ce qu'on demande à Tshisekedi de tolérer, sous le prétexte que les rapports de force militaire, etc., que les gens sont armés, ils ont pris une ville, etc., ils ont pris deux villes.
cet accord, cette condamnation. Les soutiens de Kabila ne sont pas sérieux. Est-ce que Kabila président, on aurait toléré ça? Est-ce que Kabila président aurait toléré qu'on soutienne des personnes qui sont dans la logique de déstabiliser le pays d'après ce qu'on entendait M. Kabila comme président? Alors maintenant qu'il n'est plus président, on convoque son ancien statut pour justifier ce que lui n'aurait jamais accepté en étant président. Ce n'est pas sérieux tout ça. Nous défendons la RDC, on défend l'Afrique. Kabila est l'ennemi des Africains, on doit le traiter comme tel. Je vous l'ai dit ça et je maintiens ma position. Monsieur le Président, est-ce que cette condamnation ne révèle-t-il pas les dessous de l'alliance entre Tshisekedi et Kabila? Ce n'est pas de la faute de Tshisekedi. Ici, M. Kabila a dit que, n'est-ce pas, reprenant en son compte le verdict du Conseil, ce qui opérait à l'époque comme, je crois, Conseil constitutionnel, ou bien la Commission électorale. Oui, à l'époque. À l'époque, ce n'est pas de la faute de Tshisekedi si Kabila a reconnu qu'il est le vainqueur des élections. Ce n'est pas de la faute de Tshisekedi si Kabila a signé un accord avec lui. Un accord que Tshisekedi a tout fait même pour respecter. J'aimerais vous faire... Je vous rappelle qu'il a tout fait pour le respecter. Pourquoi vous voulez passer dessus vite? Tshisekedi a tout fait pour respecter ça. Il a tout offert à l'époque. Mais on voulait qu'il se déshabille et qu'il soit nu devant eux. On voulait qu'il continue à trahir son pays, à couvrir l'inacceptable, la honte, le déshonneur, à savoir vendre son pays et s'enrichir. Il a dit non, c'est à partir de ce jour comme moi j'ai dit, je vais soutenir Tshisekedi. Je connaissais très bien son parcours politique. J'ai dénoncé Tshisekedi quand il faisait des réunions tous les jours à Kigali, avec la cohorte, je dis bien la cohorte des politiciens de la RDC. Tous se réunissaient à Kigali, chez le grand maître Paul Kagame, le grand maître du crime, le grand maître du génocide. Ils se réunissaient là-bas pour renverser Kabila. C'est quand même amusant, votre histoire-là. C'est très amusant. Pour renverser Kabila. Alors, ce n'est pas de ma faute si M. Kabila a accepté le verdict des urnes. À l'époque, nous l'avons salué pour ça d'ailleurs. Et il a signé un accord avec Tshisekedi. Monsieur le Président, j'aimerais mettre à votre endroit l'analyse de certains politiciens. Le nom m'échappe, mais ce sont des Français qui... Français? Oui, ils ont fait une analyse. Il y a un expert de la RDC qui est passé tout récemment, il a fait une analyse. Un Français? Oui, qui coïncidait quand même avec certains professeurs de l'université originaires de la RDC, qui pensent que pour eux, cette condamnation... Vous pensez m'intimider avec ça, alors? Non, Monsieur le Président, je mets à l'endroit pour vous. C'est vous qui analysez ici, monsieur. Allez-y. Ils pensent que cette condamnation, Monsieur le Président, est un message préventif à l'endroit des autres hommes politiques qui pourraient avoir des ambitions de soutien pour le M23. Est-ce que vous partagez cet avis? Totalement. Pour une fois, je partage l'avis des experts français. Pour une fois, oui, totalement. Totalement. Je vous dis qu'aucun État au monde ne peut accepter ça. C'est français, mais ils n'ont pas la question corse chez eux. Vous parlez seulement des Corses. On peut aussi parler des Savoyards qui m'écrivent matin, midi, soir pour dire qu'ils veulent faire cette session. Les documents sont là, vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Bon, est-ce que les Français peuvent donc tolérer, n'est-ce pas, que le président, le leader corse s'autoproclame président, officialise le détachement de la Corse de la France et qu'il soit traité comme tel par les États voisins? Il n'y a que chevaucher les nègres où on voit ça. Donc, pour une fois, je suis d'accord avec l'expert français. Je voudrais vous rappeler le cas en Europe de l'Espagne. L'Espagne, oui, avec la Catalane. Monsieur Carles Puigdemont, le leader catalan, avait été élu au suffrage universel par les Catalans. Mais qu'a dit la communauté européenne? Comment dit les pays européens? Aucune négociation de sécession entre et la République. Que ce n'est pas discutable. Exactement. Bon. Quelle légitimité est valable, d'après votre monde, si tel qu'il est organisé, que la légitimité soit disant démocratique? Ce qui est faux en Europe est valable maintenant en RDC? Il n'est pas défendable, ce voyou. C'est ce qu'il est. Juste pour rappeler à nos internautes qui viennent de nous prendre dans la marche que nous sommes en train d'analyser la condamnation à mort de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabengue, sur la chaîne YouTube Président Banakani officiel. N'oubliez pas pendant l'émission de liker, de commenter, mais surtout partager. Je vous ai déjà dit ici, à la faveur d'autres émissions, que moi, le parti de Kabila, je vais soutenir Tshisekedi. Quand on dit qu'on est un homme politique de sa dimension, quand on prend les grands airs qu'il prend avec sa barbe pour jouer
à un chef qui médite, ils ont dit qu'il est trop charismatique, le charismatique. Un charisme criminel. Tu vois? Quand on revendique une certaine hauteur politique, il y a les erreurs qu'on fait. Ça, c'est les erreurs d'amateurs. Je dis bien erreurs d'amateurs. Moi, à sa place, si je voulais être comme lui, si je le ressemblais, je l'aurais défendu Tshisekedi. C'était la meilleure façon pour lui de devenir un héros en RDC. Mais vous voyez, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Vous ne passez pas d'ancien chef d'État avec une immunité à vie, à voyou, à rebelle, à terroriste. Et vous l'assumez. C'est moi qui ai dit à M. Kabila de faire le discours qu'il a fait en parlant au monde entier. Vous avez oublié ce discours? Allez écouter ce discours. Il n'a jamais condamné le 1-23. Jamais. Il a toujours justifié les actions de cette bande de criminels, hein, par le fait que pour lui, il avait atteinte à la démocratie. Mais monsieur Kabila considère que le 1-23 est dans la défense de la démocratie et la promotion des libertés en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'on a assez joué comme ça avec l'Afrique et avec la RDC. On a assez joué comme ça. Monsieur le Président Banakani, nous poursuivons donc cette émission et nous saluons tous les internautes qui sont déjà très nombreux et connectés dans ce direct spécial consacré à la République démocratique du Congo. Président Banakani, dans le sillage du processus de la paix, il y a plusieurs forces politiques et organisations qui sont levées et qui ont proposé un dialogue national intra-congolais à l'estade de la CENCO par la voix de son président, Monseigneur Fulgence Mouteba. Il a proposé un dialogue comme sortie de crise. Il y a l'ex-président qui vient d'être condamné, Joseph Kabila, dans un discours public où il avait aussi également proposé la tenue d'un dialogue national. Et en août, plus précisément le 31 août, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans un discours, il avait lui aussi évoqué la tenue d'un dialogue, sauf qu'il avait mentionné un dialogue sans les Congolais inféodés aux pays étrangers. Ça, c'est l'ajout que le président avait précisé. Mais monsieur le président Banakani, quand on observe ces différents acteurs qui prônent le dialogue comme sortie de crise ou encore pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes en droit de vous poser cette question, de savoir les répercussions politiques et sécuritaires d'une telle décision de condamnation de la justice rendue dans un climat politique et social caractérisé par des tensions accrues, alors que les différents partis sont pour un dialogue national. Monsieur le Président, quelles peuvent être ces répercussions politiques? Le dialogue ne sert pas à restaurer les conditions qui ont créé la crise. Mais c'est un processus de paix. Le dialogue ne peut pas être justifié. Pour recréer les mêmes conditions qui ont conduit à la crise, donc de laquelle l'on veut sortir en appelant le dialogue. Mais attendez, il ne faut pas être aussi contradictoire. Si dialogue il y a, c'est pour sortir de la crise, en ne recréant pas les conditions qui ont accéléré, n'est-ce pas, l'avènement de la crise. Il faut bien comprendre notre position par rapport à ça. Donc, il y a des dialogues inutiles qui servent à perdre du temps et qui visent à donner les moyens à l'agresseur de consolider son emprise sur le pays. Le NMP, nous sommes contre de tels dialogues, ça ne sert à rien. La RDC est à son 100 millième dialogue de ce type-là. Mais il faut se retrouver à ne rien résoudre du tout. Pendant ce temps, le génocide continue, les populations vivent dans des souffrances atroces à l'est de la RDC et le pays se déshonore matin, midi, soir sur la scène internationale. À partir de ce constat, M. Dengele, vous parlez de quel dialogue? Quel dialogue? Le dialogue intra-congolais, monsieur le Président. Ça veut dire quoi, les gros mots? Que veut dire intra-congolais? Dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de dialogue intra-congolais. Le Congo est sous occupation. Le Congo est envahi, est attaqué. Le Congo est annexé dans sa partie orientale par un gang international qui a pour agent central M. Paul Kagame. Et les chefs externes de ce gang, ce sont les États-Unis, l'Union européenne, la France et les pays occidentaux. Dans la pure continuité de ce crime jamais interrompu, déclenché avec M. Léopold II. Ça fait, donc, vous pouvez compter le nombre de temps que ça dure, monsieur. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de quoi? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous voulez parler de ce type de dialogue?
Le dialogue est nécessaire pour renforcer l'État congolais et son président pour anéantir, venir à bout des ennemis de la RDC sur le plan militaire. Le M23 et tout ce qu'il y a derrière M. Kagame et leur soutien d'étrangers. Voilà le sens du dialogue. Mais si le dialogue vise à donner de l'influence à des porteurs de soutane qui ne servent à rien, avec leur faux Jésus, à donner de l'influence à des politiciens qui ont perdu tout sens de l'honneur, parce qu'il faut qu'ils viennent s'asseoir pour consolider leur base politique. Ça sert à quoi tout ça? La RDC est fatiguée de ça. Si au moins ça résolvait les problèmes, je ne serais pas tant. Mais ça n'a jamais rien résolu, M. Djengele. Donc, je suis d'accord avec le président quand il dit oui au dialogue avec les forces non inféodées à l'étranger. La phrase là me plaît. Vous soutenez la position du président Tshisekedi. La phrase là me plaît. Monsieur le président Banakani, nous allons poursuivre cette interview. Que le président ait dialogué avec l'agent international du crime, Paul Kagame, on peut comprendre. Mais qu'il a dialogué avec des Congolais de l'intérieur, qui eux sont sous la botte de Kagame et des puissances qui attaquent la RDC, c'est quand même affaire pleurer un chat. Nous allons donc poursuivre cette interview avec les implications. Ça va faire pleurer un chat. Un chat, c'est qui, monsieur le président? Un chat. Si un chat pleure, ça veut dire à quel niveau on serait descendu. C'est bien entendu, monsieur le président Banakani. Monsieur le président Banakani, vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis et on aimerait interroger le rôle des États-Unis dans la crise. Nous vivons déjà cette 4e révolution où le cobalt est au centre. Ces minéraux sont tout au centre de révolution industrielle, vous voulez dire? Oui, la 4e révolution industrielle qui est tout au moins basée sur le high-tech, où le cobalt vraiment est au centre de la discussion. Mais sauf que là, on constate que selon les données et les sources du bloc occidental, la Chine est en premier plan sur le cobalt et les États-Unis veulent remplacer la Chine sur l'acquisition du cobalt et renverser la donne dans cette 4e révolution industrielle. Mais monsieur le président Banakani, les négociations en vue de la signature d'un accord minier RDC-USA qui avait, on se rappelle, suscité beaucoup d'enthousiasme. Les gens disaient que c'est la sortie de la guerre parce que les Américains vont envoyer les troupes et consorts. Mais depuis déjà 6 mois ou 4 mois, 5 mois que ça avait été annoncé, plus précisément 5 mois que ça avait été annoncé, la crise continue toujours en RDC. Le M23 continue à gagner le terrain, les familles continuent à se déplacer. Nous sommes en droit de vous poser cette question, monsieur le président Banakani. Pour l'heure, actuellement, quelle est vraiment l'évolution ou encore, est-ce que vous êtes très informé sur l'évolution de cet accord? Est-ce que c'était, on peut dire comme ça, une chimère? Non, ce n'est pas une chimère. Un accord, c'est un accord. Attention, les gens ont signé. Les États-Unis se sont engagés dans le comité de surveillance en tant que garant de cet accord. Ce n'est pas une affaire seulement de dire qu'on est les États-Unis, on bombe sa poitrine. Il faut assumer. Les partis ont signé. Le Rwanda a signé, la RDC a signé. Le Qatar aussi, je pense, a signé. Cet accord minier, le deal? Non, quel deal? Je parle du deal. De l'accord de paix? Non, du deal entre Washington et Kinshasa, le deal minier qui avait été annoncé et ça avait été salué, ça a même suscité plusieurs enthousiasmes. Les gens voyaient déjà là une forme de sortie de paix puisque l'échange, ça devait être le cobalt et la sécurité américaine. Oui, mais l'accord même de paix n'est pas séparable de ce deal-là. Parce que l'accord est en principe la conséquence de ce deal. Les Américains veulent les matières premières critiques. La RDC veut la paix. Et maximiser ses gains dans le cadre d'une exploitation de ces matières premières critiques qui viserait à développer le pays, en même temps assurer sa sécurité. Ouvrir un nouvel horizon à l'exploitation des minéraux stratégiques pour la RDC. C'est ça l'enjeu. C'est un peu ça. Donc, les deux ne sont pas séparables. Ce deal-là, il est là. Il est là, M. Djengele. Il est là. Ce n'est pas une chimère. Le deal est là. Mais ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est la capacité du comité de surveillance, garant des accords de paix, qui ont été signés, je crois, comment si je ne me trompe pas, ça a été signé. L'accord de paix
de l'accord de paix. Le 25 juin. 25 juin 2025. Donc, il s'agissait, une fois l'accord signé, qu'un ensemble d'étapes soit exécuté, soit franchi pour entrer dans la plénitude de l'accord. Donc, entre autres, s'assurer qu'il y a le respect des accords de Luanda, c'est-à-dire que, par exemple, où l'accord lié à ce qu'on appelle le CONOPS. Le CONOPS, c'est le concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces, lever des mesures défensives par le Rwanda, qui a été signé voilà, le 31 octobre 2024, que ça entre en œuvre, indépendamment d'autres mesures de confiance qui étaient prévues dans le cadre de l'accord. Il y a ça. Mais ça traîne, parce que, à cause des manœuvres du Rwanda et des problèmes internes qu'affronte M. Trump aux États-Unis. Je voudrais vous rappeler que la question de la RDC, de l'aide de la RDC, est un enjeu stratégique majeur aux États-Unis qui dépasse même les lignes partisanes aux États-Unis. Je voudrais vous rappeler ça. Donc, ça fait que les résidus de l'État profond qui ont longtemps parrainé M. Paul Kagame et le Rwanda dans son entreprise génocidaire et criminelle ont conservé les capacités de nuisance, mon cher Djengula. Et cela s'est traduit, cela s'est vu dans les péripéties qu'il y a eu au Sénat américain, pour ne parler que de ça, visant à vider l'accord de tout contenu et à rétablir le statu quo. Il faut tenir compte de tout ça. Et la dernière péripétie, c'est ce qui s'est passé, je crois, vendredi le 3, où le président, une fois de plus, a été fermé, il a dit « Je ne signe pas l'accord cadre économique régional », qui fait aussi partie des étapes, fait partie des, parlons comme ça, des sous-chapitres de l'accord global de paix. Ce qu'il dit a rappelé à la communauté internationale autoproclamée que, mais attendez, tout ce qu'on s'est dit depuis que l'accord a été signé, le Rwanda n'a rien respecté. Le Rwanda met toujours en avant son fameux prétexte de FDLR qu'il faut désarmer, n'importe quoi. Mais depuis que lui, il est entré à l'est de la RDC, au lieu de traquer les FDLR, lui, il a pris tous les mines. Je répète, depuis qu'il est entré en RDC, à l'est là, qui présente au monde entier les FDLR qu'il a attrapés là-bas, qu'il présente, comme voici la preuve qu'ils sont ici. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Non. Il a pris les mines, il a pris les matières stratégiques du pays qui ne lui appartiennent pas, en massacrant les populations, en déstabilisant le pays et en créant de fait une balkanisation de l'Est du pays. C'est ça qu'il a pris. Et il allait signer les accords avec l'Union européenne de consort pour vendre les mines qui ne lui appartiennent pas. Voilà la réalité, M. Djengele. Le reste, c'est la distraction. Les FDR, ils sont où? On a combien d'années post-génocidaires? Combien d'années? Mais ces gens-là, même s'ils avaient 15 ans à l'époque, mais attendez, ils sont où? Mais malgré ça, dans l'accord, les dispositions ont été prises pour justement dire qu'il était là, il s'est assigné. Ok, nous, on s'engage à tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus de traces de FDLR. Mais en contrepartie, il y a des choses que le Rwanda devait faire. Respecter, monsieur, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 2773. Bravo. Qui dit quoi? C'est clair. Ils doivent se retirer sans condition. Et immédiatement. Monsieur le Président Banakani. Non, il ne faut pas dire. Est-ce qu'il a respecté ça? Mais, Monsieur le Président Banakani, une résolution doit avoir les capacités d'imposer. Mais ça, c'est autre chose. Vous avez parlé d'autre chose. Une résolution a une force morale et a une force d'autorité qui lui est conférée par la Charte des Nations Unies. Il faut faire attention. Alors, si un pays dit que je suis un pays rebelle, comme Israël et consorts, on tire les conséquences. Vous ne serez pas fort tout le temps, vous ne pouvez pas appliquer le droit international. On va donc tirer les conséquences. Et c'est parce que la force faut remplacer le droit pour un temps. Comme moi et vous, on doit célébrer ça. Le président Tshisekedi, depuis dès le départ, a opté pour la démarche, pour l'option stratégique. Je me répète à dessein. Il a choisi cette voie parce que son armée était inopérationnelle. Vous voulez nous reprocher ça? Qui pouvait faire mieux que lui? Et il a réussi ce que d'autres n'ont pas réussi avant lui. Il a obtenu que le Rwanda soit chassé moralement de la scène internationale. On le chasse partout. Kagame
son masque est tombé, c'est un criminel international, on a vu qu'il est, il rase les murs, ce type-là, une honte pour l'Afrique, un ennemi du continent africain, on l'a vu tel qu'il est. Toute son histoire de chantage sur le prétendu génocide que le Rwanda a connu, qui permettait de vendre son projet à l'international, tombé. Et il a été condamné, monsieur. C'est une résolution du Conseil de sécurité. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité des pays du monde sont derrière la RDC. Donc, ça, c'est la victoire diplomatique. Ça a des conséquences. Donc, maintenant, on reviendra dans la partie des solutions à la fin. Je vais vous démontrer comment le président doit exploiter ça. Ce n'est pas encore suffisamment exploité. Il doit exploiter ça. Donc, le pays n'a pas une armée opérationnelle. Le temps que cette armée monte, et nous saluons la montée en puissance de l'armée de la RDC. Hein. Je ne parle pas de Ouazalendo. L'armée, ça commence à bouger. Maintenant qu'on a estirpé de l'armée, on continue à estirper les pions que Kabila avait mis en place pour sécuriser leur entreprise criminelle. L'armée commence à retrouver une certaine cohérence. Mais avant, il n'y avait pas ça. Donc, il faut que le Rwanda, enfin, le Rwanda a signé cet engagement-là. Et les garants de l'accord doivent faire leur travail. Amener le Rwanda à respecter son engagement. Il a signé. Le Rwanda a signé. Donc, le débat, il est clos. Et il va de la crédibilité de M. Donald Trump et de tous les signataires. Monsieur le Président Banakane, c'est pour ça que nous interpellons les États-Unis, puisqu'ils ont été garants et parrains de l'accord de paix. Et lorsqu'on parlait du deal, il y a eu le secrétaire général ou le vice-président des États-Unis qui a maintes fois annoncé des sanctions contre le Rwanda. Et jusqu'à là, rien n'a été fait de manière pratique. Les États-Unis est membre du Conseil de sécurité, ils pèsent beaucoup à l'ONU. Il y a eu la résolution 2773, mais le Rwanda, de manière pratique, continue à faire les actions à l'est du Congo. Tout récemment, ne respecte rien, tout à fait. Oui, ne respecte rien. Et tout récemment, bon, selon certaines sources, les États-Unis auraient signé un accord minier avec le Rwanda en vue de la finitude du tungstène, qui est un minéral qui serait vraisemblablement pillé par le Rwanda dans certaines parties de la République démocratique du Congo. Et si cette information est avérée vraie, est-ce que les États-Unis ne sont pas là en flagrant délit de complicité du pillage de la RDC? Non, ce sont les États-Unis qui pillent la RDC. Vous êtes à la commande de la complicité. Non. Les États-Unis sont les responsables de ce projet génocidaire. Ce sont eux qui l'ont conçu, ce sont eux qui la mettent en œuvre. Kagame n'est qu'un agent. Un petit nègre de service. Voilà ce qu'il est. Il est triste qu'il entraîne le Rwanda dans ça. Une partie des Rwandais. C'est triste. Donc, maintenant, là, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. La seule différence, c'est que Donald Trump qui est arrivé au pouvoir n'appartient pas, jusqu'à preuve le contraire, à ceux qui jusqu'ici ont protégé Kagame, l'ont entretenu, le sous-traite, comme on dit. C'est patron traitant. Donc, parce que Kagame, il est un prestataire de services géopolitiques. Donc, ses fournisseurs, ses patrons, ses commanditaires, jusqu'à présent, qui l'ont couvert dans cette entreprise, ont perdu le pouvoir. Voilà la différence. C'est ça qui a rendu possible toute la nouvelle dynamique qu'on a vu monter sur le dossier de la RDC, différent que pour la RDC au Rwanda. C'est important de tenir compte de ça. Maintenant, je vous ai dit que Donald Trump, l'État profond, a encore des capacités de résistance extraordinaires. Deuxièmement, je vous ai dit que la question des minerais stratégiques dépasse les clivages politiques aux États-Unis. Troisièmement, n'oubliez pas qu'il y a Donald Trump, un homme d'affaires, qui ne sait pas faire la différence entre la politique et son affairisme primaire et épidermique. Il y a tout ça qui entre en scène, qui explique en partie ce qu'on est en train de vivre en termes de lenteur, en termes de ce que vous avez raison d'appeler des blocages. Enfin, il y a les manœuvres du Rwanda. N'oubliez pas les manœuvres des hommes d'affaires américains qui ont là, une fois de plus, l'occasion de faire ce que les puissances savent faire, à savoir opérer en même temps, opérer la nuit et opérer le jour. Voilà, donc la nuit, c'est cet accord, pas, sur lequel on fait il y a beaucoup de bruit. Moi, je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux. Je n'ai pas tous les éléments, mais je pense que ce n'est pas faux. Parce que c'est dans la tradition américaine, c'est dans la tradition des multinationales, c'est dans la tradition des puissances de faire ce genre de double jeu.
Et de détournement, il est plus pratique pour certains réseaux affairistes américains de traiter avec le Rwanda qui maîtrise sur le terrain les chaînes d'exploitation de ces matières premières. Voilà, donc il y a tout ça qui joue et qui peut expliquer en partie pourquoi ça bloque. Mais ce n'est pas un problème pour nous. À partir du moment où, je répète encore, moi, en géopolitique, on ne bavarde pas, on ne crie pas pour rien. Il y a des rapports de force qui sont clairs. Est-ce que l'armée de la RDC est à la hauteur? On prend pour option la guerre. Si l'armée n'est pas à la hauteur, il est lucide de continuer sur le terrain diplomatique. Et à ce niveau-là, rien n'est perdu pour la RDC parce qu'il suffit simplement pour les diplomates congolais de recenser le double jeu américain, de représenter tout ça et d'exploiter ça au niveau international pour trouver des alternatives à ces lenteurs, d'une part, et deuxièmement, une autre alternative en matière de partenaires fiables et sérieux pour régler la question. Donc, le président Tshisekedi s'est fait enrouler. Non. Pour encore se trouver dans un double jeu américain. Non. Il ne faut pas jouer le jeu des bavards et des politiciens qui font la politique pour la politique. Non. Je vous ai dit, l'analyse de la RDC doit tenir compte de deux choses fondamentales. C'est deux ou trois choses. Le président de ce pays à l'heure actuelle s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que l'armée n'était pas opérationnelle, puisqu'on voit aujourd'hui que cette armée, ce qu'on appelait M23, en réalité, c'est un tigre de papier. Parce que si, chaque fois qu'elle fait face à une résistance militaire, on voit ce qu'ils valent. Donc, l'armée n'était pas opérationnelle. Monsieur, un pays qui n'a pas d'armée ne peut pas faire la guerre. On peut dire ce qu'on veut. Donc, on ne peut pas se défendre. Il faut tenir compte de ça. La troisième, c'est que la RDC a actuellement pour seul atout stratégique les capacités diplomatiques qu'on lui donne même le potentiel du pays et ce que le pays vaut au plan de la géopolitique mondiale. Vous pouvez faire le procès Tshisekedi d'exploiter simplement ça en attendant que l'armée retrouve sa force opérationnelle. L'armée de la RDC est une grande armée sur le papier, mais elle a été désorganisée justement par le travail du criminel Kabila, qui l'a désorganisé et a rwandisé l'armée congolaise, la RDC. Je pense que vous devez savoir tout ça. Donc, voilà, ce n'est pas une petite affaire pour un pays qui n'a pas d'armée. C'est une armée très infiltrée. Voilà, de faire la guerre. Donc, si vous considérez ça, vous vous démarquez des autres discours. Les analystes qui bavardent, qui vont bavarder. Donc, sauf pour ceci, je rappelle que ce n'est pas, on n'a pas enrôlé le président Tshisekedi. Prenez le temps de bien relire cet accord. Prenez le temps de bien le relire. Avoir réussi ça dans les conditions que l'on sait, c'est une prouesse qu'il faut saluer. D'autant plus que l'Afrique avait abandonné la RDC. Et la plupart des chefs d'État voisins de la RDC étaient dans le coup. Attendez, je vous en prie. Étaient dans le coup avec Kagame, les Américains, tout ça, pour dépêcher la RDC. Voilà le contexte dans lequel ce qu'il a réussi, le président a réussi à obtenir ça. Quand vous lisez cet accord, vraiment, il faut le féliciter. Tout est garanti là-bas en tant qu'accord, l'intégrité territoriale du pays a été sauvegardée. Tout ce que les tests internationaux disent en matière de sauvegarde des frontières, de l'intégrité d'un territoire, de respect de la souveraineté, il a obtenu ça dans l'accord. Et je vous rappelle, Kagame a signé. Il a signé ça. Donc, c'est un accord. C'est un document qui a valeur internationale, M. Djengele. Il reste à savoir comment la diplomatie de la RDC va se donner le moyen d'exploiter ça à fond. Si le partenaire américain est défaillant, on est dans la géopolitique. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour l'instant, je pense qu'il est très tôt. On peut comprendre qu'une situation qui a duré depuis plus de 30 ans, ce n'est pas en 2 jours ou en 1 mois qu'on va déclencher un processus de mise en œuvre d'une autre dynamique. Donc je comprends ça qu'il y a de blocage, mais donnons le temps qu'il faut donner à l'accord avant d'en tirer toutes les conséquences. Mais entre-temps, le pays se donne les moyens militaires au fur et à mesure pour faire face à la menace. C'est une très bonne chose. Monsieur le président Balakani, j'aimerais quand même vous partager l'opinion de certains géopoliticiens africains qui pensent qu'il y a eu un arrêt précoce du processus africain sur le dossier de la RDC. Ils disent que la diplomatie africaine
n'a pas de poids parce que les pays africains ne sont pas une puissance. Or, depuis que le dossier a été repris par le président américain Donald Trump, qui avait annoncé depuis qu'il allait mettre fin aux crises, il constate que c'est plutôt Donald Trump qui utilise la crise en RDC pour bloquer une alternative de paix. Et pour eux, ils pensent qu'on devait laisser le processus africain aller jusqu'au bout et renforcer ce processus africain parce que tout ce qui la RDC demande, c'est un rapport de force qui doit se définir concrètement sur le terrain. Est-ce que vous ne partagez pas cet avis, monsieur le président? Il ne s'agit pas de partager ou pas. C'est de bavardage sur le papier. C'est un discours sur le papier dans lequel excelle l'Union africaine. Une organisation de bavards et de résolutions sur papier qui ne servent à rien. L'Union européenne a signé un accord avec Kagame devant la face du monde. L'accord le plus honteux de ce début du XXIe siècle. Mais l'Union européenne est le partenaire central de l'Union africaine. Vous le savez, non? Si, monsieur le président. L'Union africaine a dit quoi? Par rapport... Allez-y, monsieur le président. Non, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Quand on dit ces géopoliticiens, il faut arrêter ça. Avant l'arrivée de notre au pouvoir, ce conflit durait depuis combien d'années? L'Union africaine a fait quoi? Toutes les résolutions sur la RDC venant de l'initiative de l'Union africaine étaient respectées par qui? Par qui? Il faut saluer les efforts du président angolais. Mais l'Union... C'est grâce à lui qu'on est arrivé, par exemple, au CONOPS, que je viens de souligner là. Mais qui a méprisé le CONOPS? Paul Kagame. Oui, mais monsieur le président, quand il fallait signer, la démarche burundaise, quand il fallait signer en décembre passé, Kagame ne s'est pas déplacé. Vous vous rappelez? Il ne s'est pas déplacé. Il y a pire mépris que ça? Non, monsieur le président. Et l'Union africaine a fait quoi? C'est Tshisekedi qui a réussi à isoler Kagame sur la scène internationale, a fait tomber son masque et a obtenu une résolution du Conseil de sécurité demandant le retrait immédiat des forces rwandaises. D'abord, réussi à imposer au niveau international que l'agresseur, ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Et que le M23 n'est qu'un instrument du Rwanda. Est-ce que vous voyez ça? L'Union africaine n'a jamais obtenu ça. Elle n'a jamais rien obtenu. Mais vous oubliez les séquences de la Libye, de la Côte d'Ivoire, on va revenir là-dessus. L'Union africaine, c'est une réunion c'est une assemblée de... Ils ne défendent pas l'Afrique. Vous l'avez déjà dit maintes fois, monsieur. Voilà, ils ne défendent pas l'Afrique. Donc, ceux qui disent ça, ceux qui disent qu'on n'a pas laissé l'initiative africaine aller jusqu'au bout, elle devait arriver au bout quand? Jusqu'à la fin du monde. Le bout là, c'est qu'il faut attendre la fin du monde pour que ça arrive au bout. Non, il ne faut pas raconter les histoires. Entre-temps, les gens meurent. Entre-temps, il y a un président sur qui repose des responsabilités énormes, à qui on dira demain que tu n'as rien fait, etc. Et puis, il y avait une donne à saisir, l'arrivée de notre pouvoir. C'est une occasion extraordinaire à saisir. Le président n'a pas empêché à l'Union africaine de saisir l'opportunité qu'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Il leur a fallu que l'Union africaine se déplaçât aux États-Unis pour anticiper. Qu'est-ce qui leur a empêché de faire ça? Moi, je viens vous dire ce qui leur a empêché. Ils sont partenaires de l'Union européenne qui financent leur salaire. Voilà. C'est bien entendu, monsieur le président Balakani. L'Afrique a abandonné la RDC, que les Africains ont le courage de reconnaître leurs responsabilités et d'être modestes quand on parle au président Tshisekedi et quand on parle au Congolais. C'est une honte. Kagame a été reçu dans tous les palais, dans toutes les réunions, avec les honneurs. Lorsque Kagame devient président de l'Union africaine, il n'est pas déjà en train de génocider à l'aide de la RDC. Mais le président de la commission, l'ancien Faki, là, corrompu jusqu'aux os par Kagame, il était carrément devenu un agent de Kagame. Vous avez oublié ça? Et le président africain faisait une réunion de conférence, le chef d'État. Silence sur la RDC. Il a fallu qu'on commence à crier là et que la dynamique que le président Tshisekedi a lancée pour qu'on voit la CEAC officiellement pour une fois dire à Kagame, c'est trop, le condamner. Il faut dire la vérité. Donc il faut arrêter ça. L'Union africaine ne vaut rien. Ça ne sert à rien aux Africains. Ça ne sert pas à grand chose. Ça ne protège pas le continent parce qu'elle n'est pas une organisation africaine. Point. Voilà. Le joueur se financera elle-même. Elle sera une organisation africaine. Monsieur le président Balakani, vous qui avez été un acteur majeur à partir du panafricanisme,
pour l'avènement de ce monde multipolaire. Il y a le pôle Eurasie qui s'est formé, constitué de la Chine. Non, j'assume ça. Le pionnier. Le pionnier du renouveau panafricain. L'avant-garde. Le pionnier. J'assume ça. Que les gens prennent ça comme ils veulent, j'assume. Ce n'est pas une autocritication, Monsieur le Président. J'assume, je vous ai dit. Vous savez, l'humilité ne se revendique pas. Hein. Je dis non. À partir du moment où nos ennemis font monter en puissance les faux panafricanistes et veulent nous invisibiliser, personne ne m'interdira le droit de rappeler ça. Je suis longtemps resté silencieux, maintenant je l'assume. Le pionnier, ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas de pionnier. Du renouveau panafricaniste. C'est bien entendu, Monsieur le Président. Avec mes amis journalistes de l'époque. C'est bien entendu, on s'en souvient, vous avez toujours travaillé pour ce que vous avez appelé la chute de l'Occident, qui a conduit à le monde multipolaire, la naissance du bloc Eurasie, constitué de la Russie, la Chine et nous pouvons aussi introduire l'Inde. Monsieur le Président Banakani, dans le cadre de la crise en RDC, le président Tshisekedi Tshilombo, lui, il a fait son choix, un choix aujourd'hui concret du bloc occidental. Il traite dorénavant avec les États-Unis, porte-étendard de l'hégémonie occidentale, si je veux dire. Et il n'écoute pas les sirènes qui appellent à signer les accords avec la Russie. Et vous qui soutenez ce bloc Eurasie, vous qui avez travaillé pour l'avènement d'un monde multipolaire, vous qui êtes panafricaniste, nous sommes un peu confus de votre soutien que vous appelez à quelqu'un qui donne les marchés plutôt aux États du bloc occidental. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, monsieur le Président? D'abord, la géopolitique ne s'accommode pas d'une pensée réductrice. La pensée géopolitique, à son stade suprême, est dynamique. Ça veut donc dire qu'à un certain niveau de la géopolitique, le géopoliticien, l'analyste géopolitique, l'homme d'État qui fait la géopolitique, est confronté à ce qu'on appelle les options complexes, c'est-à-dire la complexité des relations internationales, la complexité, n'est-ce pas, des contradictions internationales, la complexité de la situation internationale. Vous n'abordez pas ça, M. Djengele, avec la pensée élémentaire. Quand je parle de la pensée élémentaire, je suis obligé de convoquer même la pensée la plus logique. Ne suffit pas à aborder une telle situation internationale, ne suffit pas à aborder la complexité des relations internationales. Même la pensée dialectique, mon cher Djengele, ne suffit pas. Il faut aller à un niveau supérieur, ce que j'ai appelé la pensée complexe. La pensée complexe, c'est une situation où vous avez tendance à dire une chose et son contraire, à cause de la complexité de la situation nationale. L'important dans cette situation, c'est de savoir préserver le sens causal de votre démarche et savoir toujours le dégager, in fine, dans vos conclusions, dans vos positions fondamentales, dans les positions les plus déterminantes de votre pensée, de votre action. De ce point de vue, quelqu'un qui manipule la pensée complexe manipule les contraires, si vous voulez. C'est au-delà de la dialectique. Hein. Il manipule les contraires. Et dans la manipulation des contraires, il peut arriver que votre démarche donne l'idée que vous êtes en même temps, vous êtes en train de vous contredire. Ce n'est pas le cas, M. Djengele. Ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer. C'est simple que ça. Militer de toutes ses forces pour la chute de l'Occident ne veut pas dire anti-occidentalisme primaire. Ça ne veut pas dire ça. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que vous ignorez ce qu'on appelle l'Occident. L'Occident, je l'ai déjà rappelé, c'est un écosystème géopolitique, historique et civilisationnel mondial. Tous les peuples ont en eux l'Occident. Ça se traduit désormais par la puissance de la greffe occidentale dans tous les pays du monde. Vous dites quelque chose de fort. Est-ce que vous pouvez répéter ça, Monsieur le Président? C'est quelque chose. Tous les peuples de la Terre ont en eux de l'Occident. D'ailleurs, l'Occident n'a pas jailli comme ça dans l'histoire. Même en tant que race, hein, l'Occident n'est pas né racialement parlant de manière isolée.
C'est la résultante de la dynamique raciale, d'une dynamique raciale historique qui a produit l'Occident. Donc, c'est une situation complexe. On n'aborde pas ça avec les pensées élémentaires. Réactionnaires, non, il faut être sérieux. Historiquement, l'Occident s'est constitué en s'installant dans chaque pays du monde et en les peuples du monde entier. Donc, ces peuples-là se sont occidentalisés, sérieusement. La greffe de l'Occident a pris dans tous les pays du monde et en les populations du monde entier. Donc, vous avez l'Occident en Chine, vous avez l'Occident partout dans le monde. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'Africains sont des Occidentaux à la peau noire et fiers de l'être. Hein? On ne réussira pas à les désoccidentaliser avant que le monde ne s'arrête. Hein? On n'a pas fini. Vous voyez que c'est dû à quoi? Ce n'est pas un fait du hasard. Voilà pourquoi dans notre pensée géopolitique, qui est complexe, quand nous définissons l'Occident, nous privilégions le volet philosophique. C'est-à-dire que l'Occident, c'est un écosystème historique, civilisationnel, dans lequel vous retrouvez tous les peuples de la Terre. En termes d'adhésion aux valeurs de l'Occident, en termes même d'appropriation du mode de vie occidental. Même si, au sommet de la pyramide, vous avez l'Occident blanc. Parlons comme ça. Ça n'empêche pas de voir cette réalité qui est que, mais désormais, l'occidentalité est une réalité partagée dans tous les pays du monde entier, etc. Vous ne pouvez pas nier ça. Donc, il faut tenir compte de ça. Quand nous on parle de l'Occident, on tient compte de tout ça. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, par exemple, vous priver de saisir l'opportunité qu'aurait été l'élection de Donald Trump au pouvoir. Ça, vous ne faites pas la géopolitique. Vous ne pensez même pas sérieusement à la hauteur des événements. Il y a des choses dans son arrivée en politique, dans la fabrication du mouvement MAGA, il y a des choses qui convergent avec nous au plan stratégique. Le refus du wokisme et toutes ses conséquences au niveau mondial, au niveau de la géopolitique mondiale. La reconnaissance de la souveraineté des nations, comme l'a dit à son premier mandat, mais sa guerre tarifaire, sa guerre des tarifs douaniers nous ramène à la souveraineté et inscrivent le monde dans une dynamique réelle de démondialisation. Du moins, fin de la mondialisation occidentale. On lui doit ça. Mais vous ne pouvez pas faire la géopolitique et vous ignorez ces choses-là. Mais il faudrait maintenant les aborder avec le génie de la complexité. Pour prendre tout ça en charge sans perdre le sens de l'histoire, qui est justement la fin de l'hégémonie occidentale et l'ouverture du monde à la multipolarité. C'est très important. Deuxièmement, le dépassement du racisme, c'est-à-dire de la racialité, comme étant le point de vue fondamental à partir de laquelle on aborde les questions, à partir de quoi on aborde les questions internationales. Et privilégier plutôt les dynamiques déracialisées, basées sur la préservation des civilisations, des intérêts des uns et des autres, dans le cadre d'une fraternité mondiale. C'est une pensée complexe. Il n'y a pas d'autre manière d'aborder cette affaire. Mais j'avoue, n'y entre pas qui veut. Hein. Vous n'y entrez pas qui veut. Parce que vous vous perdez à l'intérieur. Donc, je suis très à l'aise, moi, Madakani, de soutenir Donald Trump, tout en dénonçant farouchement l'impérialisme américain. Et ça se voit. Et d'ailleurs, je ne m'empêche pas de dénoncer Donald Trump quand il pose des actes qui vont dans le sens du yankéisme, le yankéisme américain, dont la destinée manifeste, etc. Je dénonce ça. Mais en même temps, je dois être en même temps en mesure de gérer les convergences stratégiques principales qui me lient à Donald Trump pour un monde meilleur et mes divergences secondaires stratégiques qui m'opposent à lui dans le cadre de la dénonciation de l'impérialisme américain. Mais c'est cette géopolitique au XXIe siècle. Faites la mesure de jouer à ce niveau. De ce point de vue, je comprends très bien ce qu'il dit. Je ne serais pas fermé à une dynamique sérieuse venant des États-Unis qui irait dans le sens de prendre en compte la fin de l'hégémonie américaine et de penser une nouvelle ère pour les États-Unis dans laquelle les Américains acceptent le monde multipolaire. Je suis ouvert à ça. Et tout Américain qui va s'y engager aura mon soutien. Pareil, pour tout Français qui va s'y engager, il aura mon soutien. Pour tout Européen, il aura mon soutien. Mais ça ne m'empêche pas en même temps d'être radical contre les dynamiques qui visent à maintenir les anciennes hégémonies qui ont conduit le monde là où il est.
Ça ne m'empêche pas aussi d'être critique avec nos amis chinois et russes. Ça, c'est la pensée complexe. Et c'est le panafricanisme du 21e siècle. Le panafricanisme du 21e, Monsieur le Président. Ce qui n'empêchera pas maintenant de rappeler à Tshisekedi ses propres erreurs et ses limites. Vous me permettez? Allez-y, Monsieur le Président. C'est un occidental. Tshisekedi était un occidental dans la pensée. Il croit aux histoires de libéralisme là. Il croit à ça. Il croit à l'histoire des secteurs privés qui libèrent un pays. Il croit à ces choses-là. Ce sont ses tares personnelles. Ce sont ses limites à lui. Mais je prends acte de ça, mais je privilégie ses qualités. Est-ce que vous comprenez ça? Nous comprenons ça, voilà. Monsieur le Président. Ce sont ses tares à lui. Deuxièmement, je serais très à l'aise maintenant pour rappeler au président que ta naïveté occidentaliste t'a conduit dans une impasse au cas où ces accords n'aboutissent pas. Et nous serons allés pour dire au président diversifier les partenariats. En t'appuyant sur tes conquêtes diplomatiques que tu as eues. On ne dirait pas comment ici. Du moins pour l'instant. Appuie-toi dessus pour chercher des... Il y en a, il faut les mobiliser pour diversifier tes partenariats dans le sens noble du terme. Je lui disais ça tranquillement. Et le président va être obligé de considérer ça. D'ailleurs, vous savez, est-ce qu'on peut nier, quand vous voyez les conditions du président Tshisekedi, est-ce qu'on peut nier que l'homme a fait des mutations? C'est pas le même quand il est dans l'opposition. Je vois un homme d'État net. Je vois un homme d'État qui naît là, depuis un bon bout de temps. Je vois un homme d'État net. Il faut encourager cette mutation du président. Il faut l'encourager, ce sens-là. Donc, il a des tares, il a ses défauts à lui, qui sont liés à ses orientations politiques, son passé belge, tous ces machins-là. Il est dans toutes ces rêveries-là. Je pense qu'au fur et à mesure, il va comprendre la nécessité d'être ferme et de ne pas jouer avec les intérêts de son pays, si et seulement si les Américains s'amusent, Donald Trump s'amuse à vouloir rouler la RDC dans la boue. Vous avez toujours à signaler ou encore à dire que vous n'êtes pas contre les nations et les peuples, mais plutôt contre les politiques des nations. Monsieur le Président Manakani. Vous avez bien résumé ma pensée. Merci, Monsieur le Président. Alors que nous voulons conclure cette émission, vous êtes très suivi par les communautés congolaises. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et à un seul mot, nous donner le mot avant la clôture de cette émission? Parce que un peu, j'ai mes yeux qui me dérangent un peu. Il faut que le président doit continuer dans cette dynamique de mobiliser les leviers diplomatiques qu'il a sous la main pour défendre le pays, la RDC, et ouvrir ses perspectives. Il est extrêmement vigilant sur le sérieux des Américains. Il est très facile pour Donald Trump et sa banque d'hommes d'affaires d'imposer à la RDC un ensemble de conditions. Quand la RDC a fait sa part, que M. Donald Trump fasse sa part, et il va de sa crédibilité en Afrique. Les Africains ne pardonneront pas Donald Trump s'il joue avec la RDC les intérêts de ce pays. Donald Trump ne paraîtra jamais aux Africains comme étant un homme de paix s'il continue à traficoter avec le Rwanda et Paul Kagame. La RDC lui a dit, viens prendre les matières premières, apporte-nous la sécurité. Les choses sont claires. On ne va pas reprocher ça à la RDC alors que les Africains ont trahi ce pays. Donc, le président doit continuer à veiller sur le respect de cet accord. D'ailleurs, vous me permettrez, hein, il y a l'exemple du Cameroun. Hein. Le Cameroun se trouve dans une situation où le Nigeria, mastodonte voisin, avait des visées sur la presque île de Bakassi. Le président a fait preuve d'un génie extraordinaire en diplomatie pour gagner sur le Nigeria. Je pense que ça peut inspirer la RDC. Ça peut les inspirer. Et moi, je ne serais pas gêné qu'ils se rapprochent davantage du président camerounais pour voir comment on a une situation où militairement et démographiquement, le Cameroun n'était pas plus fort que le Nigeria, mais on a réussi à gagner. On a réussi à gagner, mais a réussi à obliger la communauté internationale à être le parrain de l'accord signé. Ça, c'est une prouesse extraordinaire. Donc, ça peut servir. Même aux universités, aux stratèges, d'étudier seulement ça pour voir comment est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est qu'il y a un accord, c'est déjà bon. L'accord, là, c'est bon. Il ne faut pas suivre les géopoliticiens qui racontent n'importe quoi. C'est bon, c'est un levier. C'est un levier non seulement pour appeler l'État américain à donner la responsabilité, mais deuxièmement, à mobiliser le monde entier. Et le monde est vaste, hein, malgré tout ce qu'on voit, pour retrouver un nouvel consensus international de manière à ouvrir le chemin
à une diversification des partenariats, surtout au niveau de la sécurité. Le président doit le faire. Troisièmement, il faut continuer à booster l'armée congolaise en dynamisant ses deux pieds, l'armée officielle et le Wazalendo. Et on est très heureux de voir que les Wazalendo, les jours qui passent, reprennent des villes. Et pas de moindres villes. Les Wazalendo ont repris Bouchakou, à Kalehe, dans le sud Kivu, Nyamamba, ils ont repris Minova, ville stratégique, ils ont pris Sake, ville stratégique, ils ont pris Kalembe, ils ont pris Walikali Centre. C'est vrai, ça c'est très encourageant. Donc c'est une dynamique militaire qu'il faut consolider en renforçant la puissance de Ouagadougou, mais en même temps en accélérant le processus d'opérationnalisation de l'armée dans tous ces compartiments. Il faut jouer là-dessus. Et troisièmement, je vais terminer par là. En attendant la puissance militaire, il faut mobiliser les Congolais sur le terrain de la culture, de leur culture. Je ne parle pas des musiciens. Ils peuvent servir. Je ne parle pas des Fali pour pas tous ces gens-là qui... je parle de la culture du Congo. Je ne parle pas de culture tribale. C'est bien. Je parle de la culture nationale. Il faut fédérer les Congolais autour de leur culture. Il faut les fédérer autour de leur histoire. Je pense à Lumumba et tout le potentiel qu'il représente en termes de patrimoine politico-historique. Ce n'est pas encore assez exploité. Et ça, c'est voilà une des faiblesses du président Tshisekedi. Il faut qu'il dépasse ça. La frontière qu'il y a eu entre son papa et Lumumba, il faut qu'il dépasse ça. Parce que voilà un levier de galvanisation. Si l'État congolais sait mettre ça en œuvre, il va dégager une puissance émotionnelle, une puissance immatérielle terrible et qui va mobiliser l'ensemble des Congolais qui sont travaillés par les désaccords provinciaux, par ce que j'appelle une espèce de dilettantisme provincial. Chacun veut rester dans sa région, etc. Et quand le pays a besoin d'unité, on cultive les clivages entre, par exemple, l'Équateur, par exemple, le centre du Congo, avec tout ça. Il y a tous ces clivages-là qui profitent aux ennemis du pays. Je pense que sur ces trois axes-là, si un effort est fait, la RDC sera bientôt de retour. Merci, pour le bien de la Merci, Monsieur le Président. Cette émission était très riche en substance et en consistance. Nous retenons quand même que dès l'entame de cette émission, vous avez dénoncé le trac et le blocage de nos vues par les propriétaires des plateformes numériques. Pour vous, vous pensez que le NMP est arrivé dans les réseaux sociaux pour préparer l'indépendance numérique de l'Afrique et l'État, vous avez interpellé l'État de garantir les droits des Africains dans les réseaux sociaux. Pour vous, cette émission est faite par responsabilité pour assumer votre position. Et pour vous, concernant la justice, vous avez dit une chose est de critiquer la justice dans son ensemble. Une autre chose, c'est de saluer un acte juridique. Un acte judiciaire. Pour Constant Moutamba, il n'y avait pas de motif et les procédures de condamnation étaient presque vides. Et vous avez dit que vous n'êtes pas partisan de Félix Tshisekedi, bien que vous le défendez, mais vous êtes partisan de la République démocratique du Congo. Vous avez poursuivi en disant que Human Rights Watch, c'est une ONG criminelle et bidon, un cache-chef de Georges Soros pour faire pression sur les États et voler les matières premières et faciliter la prédation internationale. Il n'y a pas une influence extrajudiciaire parce que ce qui n'est pas tolérable ailleurs ne doit pas être toléré en RDC. Vous avez poursuivi en disant que le Joseph Kabila Kabengue n'est pas défendable, le dialogue ne peut pas être justifié par les mêmes conditions qui ont précédé l'avènement de la crise. Pour vous, s'il y a dialogue, le dialogue doit être nécessaire pour renforcer l'État du Congo et renverser Kagame. Vous avez continué en disant que dans le deal, l'enjeu du deal minier et l'accord de paix ne sont pas inséparables. Pour vous, Monsieur le Président, la question de la RDC est un enjeu stratégique aux États-Unis qui dépasse le clivage politique de la République démocratique du Congo. Non, qui dépasse le clivage politique aux États-Unis. Aux États-Unis et en République démocratique du Congo, les USA ou encore les États-Unis sont les véritables pilleurs de la RDC. Kagame n'est qu'un agent. Vous avez dit que les manœuvres
des hommes d'affaires américains pèsent sur cette affaire et la situation de la République démocratique du Congo doit tenir compte de trois choses. Vous avez parlé, le président, c'est Tshisekedi. La deuxième chose, l'armée n'était pas encore opérationnelle. La RDC, pour la troisième chose, a pour seul atout diplomatique ses ressources stratégiques. Monsieur le Président Banakani, vous avez salué l'accord de paix et félicité Tshisekedi alors que l'Afrique avait abandonné la République démocratique du Congo. La géopolitique à son stade suprême est dynamique, selon vous, et la pensée élémentaire, la pensée logique et même dialectique ne suffit pas pour aborder un tel sujet. Aborder la complexité. De la géopolitique. Et vous avez convoqué la pensée complexe parce que quelqu'un qui manipule la pensée complexe manipule les contraires. Monsieur le Président Balkany, vous avez précisé que militer pour la chute de l'Occident ne veut pas dire être un anti-occidental primaire. Tous les peuples de la Terre ont en eux l'Occident. Dans votre pensée géopolitique, qui est la pensée complexe, l'Occident, c'est un écosystème historique et civilisationnel et on peut le retrouver dans tous les peuples de la Terre. Monsieur le Président Banakani, c'est là la quintessence de la substance que vous avez déroulée durant cette émission. Bravo. Merci, Monsieur le Président. Nous vous disons merci. Nous saluons comme ça tous nos internautes et nos frères de la République démocratique du Congo. Nous disons merci particulier à la production qui nous ont ajouté, Monsieur le Président, quelques minutes pour conclure cette émission. Merci à la cellule de rédaction et tous ceux qui ont participé pour la production de cette émission consacrant notre pays, la RDC. À nous revoir pour un prochain direct ou tout à l'heure sur NMP YouTube officiel. Il y a une émission. Tout à l'heure sur NMP YouTube officiel, NMP officiel sur YouTube, je vais dire, il y a une émission qui sera produite dans les minutes qui suivent. Et nous disons à tous ces internautes de se balancer de l'autre côté de NMP officiel YouTube pour l'émission qui portera sur le Cameroun, dont la thématique sera dévoilée par les présentateurs en charge. À nous revoir. Au revoir.